Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Ça y est, c'est l'heure de la preview du Tour de France 2019. Alors aujourd'hui, c'est la preview, mais en plus, tous les matins, pendant le Tour de France, comme on vous l'avait annoncé, on va se retrouver pour des quotidiennes. Oui, des quotidiennes. Avec qui? Évidemment, avec mes deux co-leaders que sont Polo et Robin. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Est-ce que vous êtes heureux? Paul, est-ce que tu es en forme? Ouais, je suis hyper en forme déjà parce qu'aujourd'hui ça va être une émission géniale et surtout parce que on va se retrouver tous les trois tout l'été à passer nos matinées ensemble dans des émissions et nos après-midi ensemble à regarder des courses cyclistes. Ça va être un mode juillet de rêve, un mode juillet magnifique. Et j'en profite aussi, qui dit Tour de France dit, dit la sortie du magazine Pédale. Donc je pense que vous le connaissez tous, il n'y a pas besoin de le présenter. Aujourd'hui, rien que pour le jeu de mots au Jaja, je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Je ne l'ai pas encore feuilleté, je vous l'avoue, je l'ai reçu ce matin, mais on n'est jamais déçu avec l'équipe de Sopress. Donc voilà. Moi, j'ai ouvert la couverture. La première photo m'a fait marrer. Donc, déjà, Attends, c'est le rire et aussi la qualité des écritures et tout ça. Bref, c'est un magazine qu'on adore. Comment vas-tu, mon Robin? Super, je vais très bien. J'ai hâte de savoir au bout de combien de jours on va se taper sur la gueule sur Tour de France, à se voir tous les jours au lieu d'une fois par semaine. Et puis, tu sais bien qu'à chaque début de Grand Tour, moi, ça me régale. On a des nouveaux visuels, tu as un nouveau t-shirt. Donc, je suis Voilà, c'est ça. Oui, exactement. J'ai un nouveau t-shirt avec Richard Virenque. Voilà, c'est de l'autre côté. Juillet. Bah ouais, ça y est. On en parlera plus tard. C'est l'heure. On en parlera plus tard, mais sachez que c'est un t-shirt qui sera à gagner, mais on va pas tout dévoiler. Le programme du jour, il est copieux. On a tous très faim, donc voilà, on va s'en régaler. On va faire un débat pour savoir si oui ou non on met trop de pression sur les coureurs français. On va faire un focus avec 5 questions. Il y a énormément d'enjeux, donc on va un peu tout débriefer, tout décrypter. Mais avant, la première chose à laquelle on s'intéresse, c'est le parcours. On en parle tout de suite dans les étapes clés. C'est parti. Le parcours du Tour de France. Alors, on a choisi 6 étapes qui vont un peu nous rythmer ce Tour de France. Mais évidemment, ne vous inquiétez pas, vu qu'on va se retrouver tous les matins sur le stream, évidemment, mon Polo, on va dire tous les jours un peu quels seront les profils, etc. On dira tous les matins, quoi. Bah ouais, là, cette quotidienne, ce sera sur le stream le matin, donc le stream.fr, facile, hein, vous connaissez l'adresse si vous suivez notamment les émissions de foot et basket chez First Team. Et puis évidemment, les émissions à retrouver en replay, en VOD sur la chaîne YouTube First Team Sport, aux alentours de midi, allez, plutôt 13h avec la mise en ligne. Voilà, juste avant votre petite étape du jour, ce sera parfait. Je suis très heureux, moi, de cette quotidienne. On nous l'a demandé, voilà. C'est parfait. On vous l'offre, en tout cas. Donc, Alors, ça va être trop cool. Moi, j'ai tellement hâte, les gars, si vous saviez. Exactement. Moi aussi, j'ai hâte. On va jeter un œil dans le détail au parcours qu'ASO nous a concocté cette année. Alors, la première chose, c'est qu'on va partir de Bruxelles, qu'on va descendre vers les Pyrénées en passant par le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central. On va remonter ensuite par les Alpes, par la droite, et comme toujours, on terminera à Paris. Alors Paul, est-ce que d'abord tu peux nous présenter les grands chiffres de manière très globale de ce Tour de France 2019? Bah ouais, mais déjà j'arrive pas à les lire, les grands chiffres sur ta double fenêtre. Merci. Donc ouais, 3480 km, 7 étapes de plaine, 5 étapes accidentées, 7 étapes de montagne. Si mes souvenirs sont bons, ça ressemblait vraiment niveau chiffrage à ce qu'on a vu sur le Giro il y a quelques semaines. Alors un peu plus équilibré, quoi. Un peu moins 10 jours de plage, 10 jours de montagne. C'est ça. C'est plus, on va dire que c'est plus dispatché sur les 3 semaines, mais en termes de profil, on retrouve un peu ce qu'on a eu sur le Giro. Alors après, tu l'as très bien dit, Robin. Moi, ce que j'aime bien, c'est que on sera en prise quand même assez rapidement sur ce parcours, avec un contre-la-montre dès le 2e jour, avec cette étape 6 arrivée à la planche des Belles Filles. Et puis après, on aura les 2 belles étapes du centre de la France vers Saint-Étienne et Brioude. Et puis après, on arrivera sur les étapes de montagne rapidement. Donc, par rapport au Giro, là, on va quand même être très rapidement dans le vif du sujet, avec des très beaux parcours. Après, est-ce que les coureurs en feront des belles étapes? Ça, c'est à eux d'avoir la réponse. 6 étapes clés, du coup, on commence avec la première. Paul, tu as commencé à en parler. On choisit l'étape 6. Elle part de Mulhouse. Elle arrive à la planche des Belles Filles avec un enchaînement de difficultés sur 160 km. Alors, Robin, quand on regarde ce profil-là, on se dit que ça peut ressembler à une classique ardennaise,
mais au final, pas vraiment. Est-ce Non, que tu peux nous expliquer? Bah, c'est beaucoup plus dur que Ah le oui. classique ardennaise. Hein. On voit les cols, là, on voit les pics, ça monte haut. Il y a du première catégorie, du deuxième catégorie. Franchement, ça rigole pas. Le ballon d'Alsace, c'est pas une bosse qu'on voit sur une classique ardennaise. Et la planche des belles filles, j'en parle pas. Ils ont rajouté 1 km sur cette montée. Ça fait 2 murs en plus. On va passer sur du 24%, du 20%. C'est pas Alors on voit goudronné, le en plus. profil là, Et effectivement, on voit ça va être- c'est du noir partout quoi. Ça va être une tuerie. J'y suis déjà allé 2 fois en 2012 et 2017. Je me rappelle avoir monté à chaque fois le mur final à pied. C'est inhumain. Même à pied, on se demande, on est penché vers l'avant comme ça, on se demande comment vont faire les mecs pour monter à vélo, quoi. Et donc là, on rajoute encore des murs derrière ça. Franchement, c'est le genre d'étape où si on est très bien, on peut faire de grosses différences. Et si on n'est pas bien, on peut surtout prendre un sacré éclat. On se rappelle, il y a 2 ans, en 2017, Fabio Aru avait repris 1 minute à des mecs comme Fuglsang et Landa. Et donc là, on se dit que les leaders qui sont pas en forme tout de suite risquent de le payer, Paul. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que pour la course, notamment pour le général, c'est qu'il y a des bonifs à l'arrivée du col de Chevreire, juste avant la planche des belles filles. Et du coup, je pense que ça peut dynamiter la course, notamment si l'échappée n'est pas encore reprise. Ça peut donner des idées à des favoris de lancer l'attaque, enfin de lancer la guerre de loin. Mais après... Faudrait être audacieux quand même pour la lancer Faut être audacieux, si mais loin. Haru était parti de loin quand il avait gagné. Oui, mais il est parti de loin dans la planche. Hein, parce que là, il il y a était parti de loin dans la t'as un planche. bout de plaine quand même qui va pas aider le mec. Ouais, mais c'est 4 km. Hein. C'est 4 km, c'est pas grand-chose. Si t'attends après, si tu T'as la dans descente. plaine. Moi, je pense que après, ça arrive un peu tôt sur le Tour de France pour lancer les grandes offensives. Mais un Thibaut Pinot qui est chez lui, qui connaît parfaitement la descente de Chevreire et qui connaît la planche de Belleville, peut peut-être avoir des idées. Puisqu'à mon avis, intrinsèquement, par rapport à des grimpeurs beaucoup plus purs que lui, comme un Dan Martin ou un Romain Bardet, ou même un Haru s'il est en forme, on ne sait pas, il aura peut-être un peu plus de mal à suivre sur les très très lourds pourcentages. T'attends la dernière rampe, oui, mais la montée avec ce profil-là de la planche des belles filles, de 7 km, avec ce que les gars auront aussi dans les jambes de toute cette journée, je pense que cette planche des belles filles sera plus va plus ressembler à un vrai col du Tour de France qu'à une bosse finale sur une étape comme ça a pu être le cas parfois où il y avait moins de difficultés avant. Ah, mais clairement. Et puis, moi, pour finir là-dessus, je sens très bien Romain Bardet sur cette étape. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, l'enchaînement des difficultés, des arrivées très sèches comme ça. Le Moi, mur de Péragude ressemblait, où il avait gagné un peu en 2017, ressemblait un Tout à peu fait. dans le profil à ce qu'il y aura. En tout cas, c'est assez inédit d'avoir un enchaînement d'aussi grandes difficultés en première semaine. Ça va être très très intéressant de savoir comment les coureurs peuvent tenir aussitôt, que ce soit aussi fort, aussi dur. Et après, en troisième semaine, savoir comment ils vont gérer tout ça. On saute. En deuxième semaine, on s'intéresse au seul contre-la-montre individuel de ce Tour de France. Il fait 27 km. Paul, il est court, mais voilà, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est là où il faudra faire des différences pour les vrais rouleurs. Est-ce que des favoris peuvent gagner ? Des favoris peuvent gagner. Je sais pas, c'est entre la première étape des Pyrénées et la deuxième. Il y aura déjà eu une très dure première semaine, même première et même début de deuxième semaine. Je pense qu'ils peuvent, mais à part un Geraint Thomas, je vois pas en fait d'excellents rouleurs. Oui, Il n'y a que Thomas en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour ce Tour de France, c'est que c'est très ouvert parce qu'il n'y a pas un rouleur qui fait office d'épouvantail sur ce parcours. Si Geraint Thomas est en forme, il a toutes les capacités de gagner ce contre-la-montre, je pense. Mais sinon, je ne pense pas je ne vois pas un favori du Tour de France remporter ce contre-la-montre qui est mine de rien, même s'il est un peu, un peu vallonné, ça reste quand même plutôt plat, c'est pas un contre-la-montre en montée. Je pense que les spécialistes de l'effort, déjà qui forcément ont coché cette course, ne vont pas laisser leur chance. Stéphane échapper. Auger en a parlé de ce contre-la-montre sur France Bleu. Il disait que c'était un contre-la-montre court, donc 27,5 km. On n'a pas vu ça depuis longtemps. La distance habituelle dépasse les 30, voire 35. Il n'y aura donc pas de gros écart entre les coureurs. Il y a quand même une difficulté au Ça milieu dépend entre lesquels, à laquelle il faudra faire attention, Robin. Ouais, mais je me méfie un peu de ce chrono. J'ai l'impression que le profil est un peu trompeur. Une petite bosse, oui, mais 3 km sur 27, ça représente pas grand-chose. De toute façon, même les purs rouleurs aujourd'hui, ils passent bien ce sûr. genre de bosse. Et c'est pas une bosse de 3 km qui va faire que des non-rouleurs vont limiter la casse sur un Geraint Thomas.
Donc ça n'a rien à voir avec le chrono qu'on avait sur le Giro par exemple. Donc moi je me méfie un peu, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un chrono accidenté parce que ça arrange tout le monde et puis que ça fait rêver tout le monde vu qu'on a envie de voir les Français réussir. On se dit que tant mieux si c'est un peu vallonné. La vérité c'est que le parcours, on a des grandes lignes droites. Alors sur le début du parcours c'est un peu tortueux. Sur le milieu pareil au moment où en fait on fait le demi-tour pour faire la boucle et revenir vers Pau, c'est un peu aussi des virages un peu dans tous les sens, tortueux, sinueux. Mais le reste du temps, c'est une grande ligne droite pour aller au bout du parcours, une grande ligne droite pour revenir. Disons Malgré que tout- Rohan Dennis regarde ce profil-là et se dit bon, Ouais, voilà. celle-là elle est pour moi. Et Quoi. même, et même mais Geraint pour Thomas, moi, je ouais. pense que Geraint Thomas se dit que là-dessus, il a du temps à reprendre. Tu le dis, Paul. Bien sûr, C'est- s'il est en forme, de toute façon, c'est la question de Geraint Thomas, on en a déjà parlé la semaine Voilà. dernière, c'est qu'il faut qu'il soit en forme sur le tour. Si en forme sur ce tour, ce sera son premier rendez-vous clé à lui. Et la vérité, c'est que tu dis c'est ouvert parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres rouleurs que Thomas, mais ça va aussi l'avantager parce que c'est le seul finalement, enfin en tout cas celui qui va le plus pouvoir profiter de ce Clair. chrono. Parce que là, par exemple, tu parlais des contre-la-montre un peu vallonnés. Celui du Dauphiné, c'en était un. Il était vallonné. Bardet perd quand même 1,52 sur Wout van Aert par rapport à Pinot qui perd 1,21. Adam Yates lui perd 56 secondes et Fuglsang perd 1 minute 7. J'ai cherché sur le Tour de France un chrono qui ressemble un petit peu aussi. De ce que j'ai trouvé, ça remonte au t'as Saint-Michel en 2013. T'as celui de l'année dernière, non Bah, pour moi, il avec un parcours un peu plus similaire à il l'Espingoulet. est plus long quand même. J'ai essayé de trouver un kilométrage équivalent, 32 km au Mont-Saint-Michel en 2013. À l'époque, les spécialistes avaient pris le dessus largement. Froome fait deuxième du chrono. Il reprend 2 minutes à Valverde et Contador et 3 minutes à Quintana, qui sont ses adversaires sur ce tour-là. On avance les gars en parlant de l'étape qui aura au lendemain du contre-la-montre. Très attendue parce qu'elle va être courte, donc forcément elle sera crispée. 117 km entre Tarbes et le Tourmalet. Voilà, on découvre ce profil. Robin, ça fait un peu penser quand même à Albertville-la-Rosière l'année dernière. Sur le profil, ouais. Après, il y a aussi Parce l'étape. que c'est une étape courte. C'est ça. Il y avait aussi l'étape de Saint-Lary-Soulan qui était très courte l'année dernière. Ça avait été plus le bazar d'ailleurs sur l'étape de Saint-Lary-Soulan que sur celle de la Rosière. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être très nerveux. Ce sera difficile d'attaquer dès le Soulor parce que entre la fin de la descente du Soulor et le début du Tourmalet, on a bien 15-20 km de vallée, quoi. C'est Donc ça qui m'emmerde. C'est beaucoup quand même. Je pense pas que les favoris vont s'y risquer. Surtout qu'on n'est qu'en deuxième semaine. Je veux dire, c'est pas encore la dernière chance. Donc je pense que ce jour-là, il faudra attendre le Tourmalet pour que les choses sérieuses débutent. Mais je suis très heureux, je voulais le dire, qu'on ait une arrivée au sommet du Tourmalet. Ça rappelle Parce que 2010. c'est mon col préféré. Je l'ai monté 3 fois, voilà, c'est mon petit moment de gloire. Oh, Je veux dire que par on a des barège, cyclistes ici. par barège, c'est pas le côté le plus dur, mais quand même la fin est vraiment coriace. Et comme tu le dis, Paul, ça va nous rappeler 2010, Schleck Contador. Ils étaient montés par ce même côté de barège et ça avait été quelque chose. S'il pouvait y avoir un peu Voilà. de pluie, un peu de brouillard, un ciel très bas, ça pourrait être encore mieux. Non, j'aime bien ta comparaison avec la Rosière, puisque comme la Rosière, ça va être le premier vrai rendez-vous dans montagne. Si on octroie, si on nommait, oui, ça c'est le bon mot, si on nommait la planche des Belles-Filles, c'est le premier grand rendez-vous des Pyrénées, et le premier grand rendez-vous des Pyrénées et des Alpes en fait. Donc ça, c'est intéressant et c'est là que Geraint Thomas avait tapé du poing sur la table en montrant à tout le monde que c'était le plus fort. Nous, on s'en doutait pas encore à l'époque parce qu'on avait le prisme de Froome, mais finalement, c'est ce jour-là que Geraint Thomas avait pris le pouvoir. Et là, je pense que ce sera le premier grand rendez-vous pour les favoris pour marquer le coup sur le classement général. Voilà, on découvre ce profil du Tourmalet. On voit qu'il est quand même très difficile sur la fin. Robin, tu voulais ajouter quelque chose? Petite stat, ce sera la 59e fois qu'on passera le Tourmalet sur le Tour de France. C'est le col le plus emprunté. Ah, moi, j'ai lu 82 fois sur le roadbook. C'est vrai? Tour de France. Mais j'ai lu cette stat aussi J'ai regardé ça sur hier. Cycling Stage. J'ai lu En tout cas, on y 56. est passé beaucoup et c'est un col historique du Tour de 82, France. Et sur ça me paraît beaucoup aussi, mais Ouais. sur le roadbook officiel du Tour de France, ils disent 80. C'est vrai Ouais. Et peut-être que c'est moi. Il y en a un de nous deux qui se trompe. Ouais. Mais du coup, on a voulu donner une stat et on ne sait pas laquelle est la bonne. Bon, Si vous voulez briller en vérifier. société, vous pouvez sortir les deux, personne n'ira Ouais, vérifier. voilà. C'est Vous vrai que sortez l'une et après vous dites mais certains disent l'autre. Voilà. On a souvent tendance à dire qu'un grand tour se gagne en 3e semaine. Eh ben, ce sera sans doute plus vrai que jamais sur ce Tour de France parce qu'on va avoir le droit à un triptyque alpestre de feu. 18e, 19e, 20e étape. La première d'abord, Embrun-Valloire, 208 km.
et des ascensions absolument mythiques, Polo, là. Ouais, alors moi, j'ai pris le parti, parce que je suis un peu le chef et grand gourou de cette émission, d'appeler cette étape l'étape Rennes. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Robin, si tu es d'accord avec moi, pour commencer. Oui, ça peut marcher. En fait, les 3 étapes alpestres peuvent être considérées comme l'étape Rennes. Après, généralement, on met une arrivée au sommet en étape Rennes, mais c'est vrai qu'elle est plus longue, celle-ci, elle peut faire plus de dégâts. Voilà, et c'est pour ça, c'est qu'elle est longue. Tu passes quand même 3 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Tu as l'Izoard et le Galibier, en passant par le Lotaret. C'est vraiment... c'est mythique en fait, et c'est ça qui est important avec les étapes Rennes. Il faut que ce soit long, il faut qu'il y ait du dénivelé, il faut que ce soit mythique. Et là, dans cette étape, on a vraiment tout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'étape Rennes, et ce serait l'étape que j'attends le plus. Même si pour moi, le Galibier est un peu surcoté, il est très mythique certes, mais en termes de difficulté, même s'il est long, oui, surtout ça fait, c'est très, c'est finalement plus ou moins assez roulant, et il s'y passe pas toujours beaucoup de choses, en tout cas chez les favoris. Donc j'attends, surtout avec une descente derrière, on verra. Mais en tout cas, pour moi, sur le papier, ça reste l'étape Rennes. On va passer en plus 3 fois dans cette étape au-dessus des 2000 mètres, ce qui peut pour certains être un cap difficile à franchir. Et on va monter de plus en plus haut, puisque col de Vars, on passera on passera tout juste les 2000. Voilà, Izoard, on voit 2300 et Galibier 2600. Malgré la difficulté plus forte de l'Izoard, bien sûr, le passage à 2600 mètres au Galibier, c'est toujours quelque chose de particulier. Voilà, parce qu'en plus, Christian Prudhomme, quand il préparait, il démontrait ce parcours, il l'a dévoilé, voilà le mot que je cherchais. Quand il l'a dévoilé, il disait que justement, il y avait une envie d'aller très très haut en altitude et que ce serait une particularité de ce Tour de France-là d'aller très haut en altitude. Et donc, par exemple, des gars comme Romain Bardet sont partis en Sierra Nevada pour aller chercher de l'altitude au max. Par contre, les Colombiens, dont Egan Bernal, eux, ils n'ont pas besoin d'aller bien loin pour voir ces altitudes. Ils sont faits de ça, donc voilà, ils seront peut-être un petit peu avantagés. Après avoir grimpé l'Izoard et le Galibier, les coureurs vont partir de Saint-Jean-de-Maurienne sur l'étape suivante pour rejoindre Tignes en passant par le col d'Isran. C'est la 19e étape. Au moment de la présentation du parcours, Christian Prudhomme avait insisté énormément sur son envie de retourner à l'Isran. Alors pourquoi, Romain, qu'est-ce qu'il a de particulier ce col-là ? Il est mythique, mais pourtant on y va peu. Il y a déjà ça, quoi. C'est un grand nom des Alpes, mais ça fait depuis 2007 qu'on n'y était pas allé. Voilà, parce que ceux qui regardent le Tour de France, en gros, depuis une dizaine d'années, ne connaissent pas l'Isran, et pourtant il est mythique. C'est ça, on y est. Mais même, on y est très peu passé, même il y a plusieurs décennies. Je veux dire, il y a eu même pas une dizaine de passages à l'Isran, il me semble. En tout et pour tout dans l'histoire du Tour de France. Donc c'est un col qui a su se rendre mythique en très peu d'apparitions finalement. Et ça fait plaisir d'y retourner, voilà, pour le côté historique que ça représente. Et cette étape surtout va être assez indigeste pour les coureurs. Elle est courte, 126 km, mais ça va faire quasiment que monter, que descendre. Je ne sais pas si on le sur les 89 premiers kilomètres, en partant de Saint-Jean-de-Maurienne, ça fait que monter jusqu'au sommet de l'Isran. Mais quasiment. Et le sommet est à 2700 mètres d'altitude. Encore une Donc fois. là, il y en a certains qui vont suffoquer. C'est ça, et encore, on le voit aussi avec la montée de Tignes, qui arrive encore une fois, on passe de justesse les 2000 mètres. Donc on en parle souvent comme d'un cap, difficile pour certains organismes. Là, en 2 jours, il va y en avoir beaucoup, donc ça va être crucial. Et voilà, cette étape avec quasiment aucun mètre de plat, il faudra être costaud. Après, voilà, on le voit, la montée de Tignes démarre fort. Après, ça se calme un petit peu. Donc, si on veut faire des différences, je pense qu'il ne faut pas attendre la dernière rampe qu'on voit en rouge, mais qu'il faut préparer son attaque un peu plus tôt. Sachant que là, en plus, on voit l'arrivée du grimpeur de Tignes, mais qu'après, il y a, je crois, 1 ou 2 kilomètres de plat pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc, moi, je pense que les grosses différences, les grandes manœuvres doivent vraiment se passer dans l'Isran, parce que ce n'est pas dans la montée vers Tignes qu'il se passe quelque chose. Mais sur une étape comme ça, avec quasiment pas de vallée, en fait, entre les deux, on n'a pas le même problème qu'on a sur l'étape du Tourmalet, même sur l'étape du Galibier. Voilà, partir de loin, ça peut marcher, clairement, parce qu'il sera en prise tout le temps. C'est à partir de loin, donc, et pour une échappée que je vois très bien aller au bout sur ce genre d'étape, et même pour des favoris qui veulent enclencher derrière. Faudra voir, mais il peut se passer beaucoup de choses justement parce qu'on c'est un profil où on ne sait pas trop, très imprévisible. Ce qui va se passer, très imprévisible. Donc je pense que c'est ce genre d'étape plus que sur le Tourmalet où ce sera plus une course de côte notamment. Là, pour le coup, c'est très imprévisible, ce sera très intéressant. Et après le dernier rendez-vous. Il sera sur la 20e étape avant de rejoindre Rambouillet et la balade dans les Yvelines avec le champagne et tout ça, la dernière étape qu'on adore. Il y aura la dernière chance, l'étape 20, étape courte, 130 km, 4450 km de D+. Polo, qu'est-ce que tu penses de ce petit dessert ? Est-ce que la course peut être renversée là-bas à Val Thorens ? De toute façon, c'est la dernière chance. Et qui dit dernière chance dit
dit les gens vont tout tenter, tu vois. Je me souviens de Romain Bardet et de Landa l'année dernière entre la Reims et Lourdes. Il va se passer énormément de choses. Val Thorens, c'est 33 km, c'est très très long, mais c'est aussi très très roulant. Est-ce que c'est adéquat pour faire des gros écarts Ouais, parce que là, on voit les pourcentages forts. Ouais. Il y a un passage à 9%. Derrière, il y a du 7%. C'est pas facile. Moi, j'irai pas tous les jours. Mais pour des coureurs voilà, qui sont en 3e semaine, Robin, est-ce que tu vois des difficultés un peu plus que Polo pour toi? Bah, je trouve cette étape très très bien dessinée malgré tout parce que encore une fois comme la veille on n'a quasiment pas de plaine entre l'enchaînement de difficultés donc ça laisse en tout cas la possibilité, ça laisse des ouvertures pour démarrer de loin. Voilà, on n'a pas mis des bâtons dans les roues aux coureurs. Mais je me demande, Christian Prudhomme, on a bien compris, il a aimé ce qu'il a vu l'année dernière sur l'étape de Saint-Lary-Soulan, même sur l'étape de la Rosière où on avait des étapes courtes et nerveuses. Il a voulu reproduire ce schéma. On en a 3 quand même des étapes qui font 130 km ou moins. C'est beaucoup. J'espère que l'accumulation de ce genre d'étape va pas tuer l'effet que ça peut avoir, quoi. Parce que finalement, d'habitude, on en a 1, 2, donc on les attend avec impatience. Là, les coureurs pourraient peut-être les escamoter. Je veux dire, c'est toujours le risque quand on accumule le même genre de difficultés. Donc à voir, comme tu dis Polo, la montée de Val Thorens, elle n'est pas la plus propice pour faire des différences, mais si les attaques sont parties de plus tôt, ça peut faire de gros écarts. Donc voilà, on en a terminé avec cette présentation du parcours. 6 étapes clés. Bon, comme ça, en tout cas, moi, je peux dire, d'après ce que vous me dites et d'après ce que j'ai lu et ce que je regarde, j'ai l'impression que ce parcours du Tour de France est assez intéressant. On va voir si c'est confirmé par les coureurs, parce que ça reste les coureurs qui font la course. Il y a plein d'étapes dont on n'a pas parlé. Moi, j'aime bien ce duo d'étapes entre Saint-Etienne et Brioude, avec Saint-Etienne départ et arrivée et Brioude arrivée au 14 juillet. J'aime beaucoup ces 2 étapes aussi. L'année dernière, ce même type de profil avait un peu accouché d'une souris, notamment à l'étape de Quimper, je me souviens, et du Mur de Bretagne. Mais il y a aussi des choses à faire sur ces étapes-là et j'ai vraiment hâte d'y être en tout cas. Avec une pièce sur Julien Lafilippe pour ces 2 étapes aussi. Donc voilà pour cette présentation du Tour de France. On va passer au débat. Est-ce que oui ou non on met trop de pression sur les épaules de nos petits Français? On en parle tout de suite dans le débat. C'est parti. Et ouais, le Tour de France, l'épreuve la plus suivie du monde. Mais alors, qui dit épreuve la plus suivie du monde, dit forcément épreuve où il y a le plus de pression sur le Tour de France. Et surtout quand on se demande tout le temps, qui peut succéder à Bernard Hinault, le dernier vainqueur français du Tour de France. Donc, on parle de Pinot, on parle de Bardet. Il y a une de l'équipe où on en a parlé. Est-ce que l'un des deux peut gagner? En tout cas, eux disent que c'est l'année ou jamais. Donc tout de suite, ça met une chape de plomb énorme sur Romain Bardet et sur Thibaut Pinot. Alors, du coup, je vous demande, les gars, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on met trop de pression à nos coureurs français? Robin? Non, pas du tout. L'ambition de Thibaut Pinot et de Romain Bardet, c'est de gagner le Tour de France, non? Romain Bardet, c'est ce qu'il nous dit quasiment tous les ans. Alors peut-être que Thibaut Pinot rêve davantage du Giro que du Tour de France, mais ça ne change pas grand-chose dans l'histoire. Ils veulent être des champions et la pression, elle va avec. Aujourd'hui, en plus, ils ont 28-29 ans. Ils sont tous les deux dans l'année de leurs 29 ans. Romain Bardet les a pas encore fêtés. Ils ont l'âge pour assumer cette pression. Je veux dire, ils auraient 22 ans. On me dit aujourd'hui qu'on met beaucoup de pression sur Egan Bernal. Je veux bien, d'accord. Et c'est peut-être trop. Mais par contre, sur Romain Bardet et Thibaut Pinot, l'année ou jamais, bon, c'est une formule qu'a utilisé l'équipe, d'accord. Peut-être qu'en vérité, ce sera encore plus ouvert l'an prochain, on ne peut pas savoir. Mais oui, cette année, il y a une opportunité, il y a un parcours qui leur correspond, il y a des favoris qui manquent. Dire pourquoi on ne devrait pas espérer qu'ils fassent quelque chose? Après, que ce soit podium, que ce soit victoire, finalement, ça importe peu. Ce qui compte, c'est qu'on les attend et qu'ils doivent répondre présent. Et si eux, ils n'arrivent pas à supporter ça, c'est que de toute façon, ça ne sert à rien qu'on les attende en vérité. Est-ce que déjà, Paul, toi, tu trouves... est-ce que tu trouves que tu es d'accord? Est-ce que tu trouves que tu es d'accord déjà avec cette une? Est-ce que c'est l'année ou jamais pour les deux? Moi, je pense que oui. Et je ne dévoile pas la suite de cette émission. Je pense que c'est l'année ou jamais, mais d'un côté, c'est peut-être le pire, cette formule. Et finalement, c'est un peu ce que tout le monde se dit, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans le peloton. C'est que ça aussi, ça leur rajoute de la pression. Cette formule aussi rajoute de la pression. Là, ils savent aussi déjà que c'est pas ceux qui réagissent le mieux à la pression, c'est nos 2 coureurs. Si en plus tu leur rajoutes dans ce truc-là l'idée qu'il y a beaucoup de coureurs absents, qu'il y a des coureurs qui sont moins en forme, comme Geraint Thomas, que le vrai concurrent principal, c'est Egan Bernal qui n'a que 22 ans, ils se disent, nous, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, bah oui, c'est la bonne année. Et, Thibaut Pinot va gagner le Tour de France, Romain Bardet va gagner le Tour de France.
Mais en même temps, ça, c'est rajouter une pression énorme. Donc en mais fait, ils ont- ils ont raison. Au fond, la une, on peut pas la remettre en question. Mais clairement. Mais il y a un peu, ils ont un peu tort quand même, Mais la Robin, presse- la presse n'est pas- de le dire. Non, Quoi. non, Est-ce ils ont que pas tort. est-ce que La c'est faire les presse n'est pas à affaires remettre en cause. Hein. Voilà. Non, mais La est-ce que presse fait c'est son faire travail. les affaires On fait notre travail. de leurs deux coureurs français que de faire cette une-là, en Non, fait. mais déjà, l'équipe et tous les autres médias, ils sont pas directeurs sportifs chez AG2R ou Groupama FDJ. Je veux dire, c'est pas leur job de faire en sorte que Bardet et Pinot gagnent le Tour. Eux, Ah, ils ont pas, pour toi, le média non. français n'a pas un rôle à jouer là-dedans. Bah non, je vois pas pourquoi. Ils nous proposent. Mais c'est assez comparable au football, notamment avec l'équipe qui fait ou pas les plans du PSG pour gagner la Ligue des Champions. Est-ce que les médias n'ont pas un rôle à jouer pour aider les coureurs français c'est à pas- gagner? Moi, c'est pas ça que j'attends des médias français, ni de l'équipe, ni de n'importe qui d'autre. Je veux dire, Ça, c'est un journaliste. c'est pas aux médias de pousser Pinot et Bardet dans l'école. Je veux dire, ils se débrouillent, ils sont grands, ils ont fait leur préparation. C'est eux tous les ans qui nous disent qu'ils veulent viser le Tour de France. C'est Romain Bardet qui nous dit chaque année. Robin Bardet, d'ailleurs, plus que Thibaut Pinot. Oui, parce que lui il vise davantage le Tour. Il le disait cet hiver. Je vais gagner dans l'équipe, je vais gagner le Tour. C'est pas possible autrement. Et Thibaut Pinot, quand il va sur le Giro, il a les mêmes ambitions. Et c'est légitime parce que ces mecs-là sont des champions. Leurs résultats parlent pour eux. Leur podium sur le Tour de France parle pour eux. Si tu veux pas avoir la pression sur le Tour, bah fallait pas faire podium en 2014, en 2016, en 2017. Et là, personne te mettra la pression. Bah, du coup, en tout cas, Romain Bardet, lui, il dit que la pression sur le Tour de France, ça fait quelques années qu'il l'a. Et il prend plus le positif, l'aventure humaine. Voilà, c'est ce qu'il dit, l'aventure humaine du Tour de France. Elle est dans l'humain. C'est une course chez moi parce que voilà, ça va à Brioude avec des gens qui m'ont vu grandir au bord de la route. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ce genre de déclat, Polo? Non, moi je pense que Romain Bardet, il embrasse vraiment bien cette pression Oui, et il ne se rate jamais sur le Tour de France, Romain Bardet. La seule fois où on l'a vu peut-être se rater, c'est l'année dernière à l'arrivée au col du Et Portet. c'est pas parce qu'on l'attendait. Il Et, s'est raté parce qu'il s'est Il raté. s'est raté parce qu'il s'est raté et c'est quand même quelqu'un qui calcule bien ses objectifs. Moi je suis plus inquiet pour un Thibaut Pinot. C'est son grand retour avec un autre statut que celui qu'il avait même en 2015 ou en 2016. On l'a vu, il a commencé en début de saison en disant que son objectif, ce sera peut-être de gagner le Tour de France. Puis après, on l'a vu vraiment diluer ses propos en disant ouais, bah, j'aimerais bien un podium comme je l'ai fait en 2014. Puis il y a toute cette histoire autour de cette équipe de Vélo Club qui va le suivre pendant 24 heures sur 24, pendant 3 semaines. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui? Je ne sais pas. Ça, c'est le travail Lui de son équipe, lui- c'est le travail de Groupama Ah oui. FDJ de décider Et s'ils acceptent tu vois, ou pas. Hein. un Julien Pinot qui En tout il y cas, a lui, encore 3-4 ans. contrairement à Vas-y, Romain vas-y. Bardet, il aime pas trop dire ouais, moi j'adore ça, la pression. Il dit, il sait très bien que sur le Tour de France, bah, comme c'est le Tour de France, c'est une course à part, il faut le prendre comme c'est, et en gros de pas se mettre de pression inutile parce qu'il y en a déjà bien assez autour. Ouais, Il est parti faire le Giro et viser le Giro aussi parce qu'il ne ressentait pas l'envie et la capacité peut-être aussi de prendre cette pression-là du Tour. Bah, c'est ça. Et puis, on insiste souvent sur le fait que Thibaut Pinot est un coureur fragile physiquement. Mais une fragilité physique, ça s'accompagne souvent d'une fragilité un peu mentale aussi, il faut le dire. Quand c'est pas en bonne condition mentale, tu te laisses peut-être plus détruire par une petite maladie ou un truc comme ça. Tu te laisses peut-être moins, tu te défends Laisse peut-être. aller, quoi. Tu te défends peut-être un peu moins. Et je pense qu'il y a Pinot, il y a un peu de ces deux-là. Et moi, je reprends toujours ces déclarations assez folles de Julien Pinot, qui disait, son frère, qui disait il y a quelques années que oui, Thibaut Pinot avait vraiment un problème avec cette pression. Mais alors là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce nouveau Thibaut Pinot, le vainqueur du Tour de Lombardie, le vainqueur de 2 très belles étapes sur la Vuelta qu'il a très bien terminé. C'est-à-dire qu'il est toujours capable de bien terminer des grands tours. Voilà, Thibaut Pinot, pour moi, ce sera tout ou rien. Soit il a vraiment franchi un cap fin de saison 2018 et cette année 2019, soit, à mon avis, on va retomber dans les travers de 2016. Surtout avec toute cette pression médiatique autour de lui. Vas-y Robin, excuse-moi. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on oublie de le dire malgré tout, j'ai vu aucun des deux se plaindre de la pression qu'ils avaient Ouais, pour le ouais. Tour de France. Encore, Parce que nous, on en parle, voilà, est-ce qu'on leur en met trop? Eux, ils ont très bien compris, ça fait partie de leur quotidien. Et depuis des années, dire Pinot, il gagne une étape sur le Tour depuis 2012. Bardet, il est dans les mêmes eaux depuis 7 ans. Ces mecs-là, ils ont la pression tous les ans de toute façon, qu'ils aillent sur le Tour ou ailleurs. Et heureusement, c'est pas la une d'un journal qui va te faire rater ton Tour de France. Sinon, c'est que de toute façon, tu te serais planté. C'est pas l'article de tel ou tel média qui te fait te rater ton mois de juillet. Et après, sinon, si tu veux pas de la pression, bah,
Tu veux quoi? Faire un hold-up à la Oscar Pereiro en 2006? C'est sûr que Pereiro en 2006, il n'avait pas la pression, hein. Ou alors dire, bah moi, faire 7e du Tour, ça me va très bien. Et puis j'essaierai de faire une échappée dans les Pyrénées pour que ma famille me voie à la télé. Non, Tu non, vois, tu mais restes après, équipé, il y en a des coureurs français dans l'histoire qui malheureusement ont été broyés par cette pression du Tour de France. Tu Qui peux, auraient c'est pu possible. être d'autres coureurs. C'est possible, Je pense mais à tu des peux pas t'en plaindre. Jean-René Bernaudot, des Jean-François Bernard, par exemple, qui auraient pu devenir d'autres coureurs quand même. Tu peux ne pas supporter la pression, mais t'as pas le droit de t'en plaindre, et ils le font très bien parce qu'ils s'en plaignent pas du tout. À partir du moment où tu prétends être un candidat au Tour de France, au maillot jaune, même à un podium, C'est tu auras inhérent. la pression. Voilà, c'est inhérent. En plus, quand t'es français, voilà. Mais tu crois que Egan Bernal en Colombie, les médias sont pas comme des fous à l'idée d'avoir peut-être pour la première fois un vainqueur colombien sur le Tour de France? Et pareil avec Fuglsang, qui le disait très bien dans des interviews, comme quoi il y a beaucoup de pression autour de lui au Danemark. Donc Évidemment. la pression, c'est la même partout. Il s'est fait défoncer Mais- l'année dernière, Fuglsang, quand il Ouais, rate c'est le ça. Tour de France. Mais alors, et voilà, la vraie question, c'est que est-ce que ces deux gars-là qu'on voit derrière, est-ce que eux gèrent cette pression aussi bien que d'autres peuvent le gérer, Bah, notamment qu'un Julien Alaphilippe notamment qui lui a fait le choix de carrément de changer d'équipe, et on va pas me dire qu'il a pas fait ce choix-là aussi pour échapper à la pression médiatique française, parce que d'ailleurs sur ces programmes de saison, moins il court en France, mieux il sporte. Est-ce que c'est pas aussi une Mais recette c'est pour c'est absorber intéressant ce cette que tu pression-là? dis, et ça fait aussi écho à ce que disait Pavel Sivakov en interview, qui a dit qu'il avait aussi en partie, bon, il y avait ce choix, cette volonté de faire les Jeux Olympiques, notamment avec la Russie, mais il y avait aussi cette envie, en tant que jeune coureur très prometteur, d'échapper à la pression des médias français, et justement, c'est pour ça qu'il a choisi cette Mais cette tu peux pas y nationalité échapper russe. éternellement. Bah ouais, mais Et tu tu vois bien même- avec Alaphilippe qui a fini par venir sur le Tour faire un maillot à poids et que cette année va se prendre avec une pression monstre. et même aujourd'hui, Pavel Sivakov, on commence tous un peu à se le réapproprier en disant qu'il est français, en rappelant qu'il a grandi en France, etc. Mais voilà, mais c'est ça, cette pression médiatique populaire française, elle existe, elle est importante. Et je pense que tous les joueurs ne sont pas capables, tous les cyclistes ne sont pas capables d'y répondre de la même manière, surtout en France. Mais tu as l'impression que tu mérites. Et ça vaut pour Pinot, ça vaut pour Bardet, ça vaut aussi pour les autres Français, Barguil, Alaphilippe. Tu as l'impression que tu mérites par tes résultats. Et ces mecs-là, si on prend Pinot, Bardet, mais si on prend aussi Barguil, Alaphilippe, sont présentés comme des gros espoirs depuis leurs années juniors. Et on sait qu'ils vont arriver. Et déjà, chez les juniors, ils avaient une pression monstre parce qu'on les présentait comme les phénomènes. Non, mais après, Et il y a ça la- fait que il y a se la confirmer. il y a la manière aussi avec laquelle tu vis le vélo et tu vis ta passion. Des gars comme Thibaut Pinot et Warren Barguil, par exemple, qui font beaucoup plus leur sport par passion, j'ai envie de dire, que par l'envie de devenir des stars. Et, C'est à eux et en d'assimiler ça, ça. moi, je comprends aussi que voilà, on n'a pas envie de Tu peux pas y ressentir cette échapper. pression-là. La pression, finalement, tu peux pas y échapper. Comme le dit Robin, à partir du moment où tu commences à avoir de très bons résultats, que ce soit en junior ou même quand tu commences en pro, la pression, tu la prends de plein fouet. Soit tu la gères bien, soit tu la gères mal. Warren Barguil, sur cette dernière année et demie, il l'a très mal géré. Alors aujourd'hui, on est content. Pinot l'a très mal géré. C'est avant 2017, on va dire. On verra maintenant. Et c'est des coureurs qui ont plus de bouteilles aujourd'hui, qui ont pris 2-3 ans de plus, qui arrivent à maturité autant sur le plan physique que sur le plan mental. Je revois cette une derrière. Je pense que c'est l'année ou jamais. Ouais. Et en tout cas, après, c'est peut-être pas aussi un hasard si des Christopher Froome ou des Geraint Thomas, en tout cas des coureurs beaucoup plus âgés, gagnent le Tour de France ces dernières années. C'est parce que aussi la pression sur le Tour de France se décuple d'année en année. C'est On en ça. parle encore Mais- de plus en plus. mais La si on dynamique compare- est, si on- est énorme. Si on compare la pression qu'a Christopher Froome quand il vient pour gagner son 3e ou son 4e Tour de France, je peux dire que c'est pas la même que celle que subissent les coureurs français parce qu'eux n'ont encore jamais gagné. Ils n'ont rien à défendre finalement. Donc voilà pour cet aparté, ce débat. Trop de pression sur les coureurs français, oui ou non? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez que voilà, les médias ou même tout simplement l'opinion, vos amis mettent trop de pression sur les Français. Après ce débat, on va passer au focus. On va se replonger dans la course avec 5 questions. C'est parti. Beaucoup d'enjeux différents sur ce Tour de France. On va parler du maillot jaune, du maillot vert, des équipes. En tout, 5 questions pour décrypter tout ça. La première question, qui sera le premier maillot jaune du Tour de France? On peut se dire qu'il y aura un sprint à Bruxelles, vraisemblablement, mais pas forcément, Polo. Qui tu vois premier maillot jaune du Tour? Non, mais il y aura un sprint à Bruxelles, ça c'est sûr, mais il y aura un sprint de costaud, voire de très costaud. C'est sûr pour toi, parce que c'est accidenté. Non, ce sera un sprint. De toute façon, sur le Tour de France, des opportunités pour les sprinteurs,
Il n'y en a pas énormément et c'est un enjeu très important sur cette première étape, avec en plus la possibilité d'avoir le maillot jaune. Crois-moi que les sprinters, leurs équipes en tout cas, ne va pas galvauder Faut être en forme, en tout cas. cette étape. Mais par contre, j'ai le profil, je pense que ça va être un sprint pour très costaud. Je mettrais bien une pièce plutôt que sur Dylan Groenewegen, peut-être une pièce sur Wout van Aert. Alors après, quels seront les choix de la Lotto Jumbo Visma, je sais plus. Jumbo Visma. De la Jumbo Visma, peut-être de faire rouler Van Aert dans le train ou pas, mais j'aurais plus mis une pièce sur Van Aert ou sur peut-être un Michael Matthews pour cette première étape. Donc voilà, Dylan Groenewegen, toi tu le sens comment, Robin? Je sens bien mieux que Wout van Aert, mais je mise quand même sur un autre. Paul, tu sais très bien, je mise sur Peter Sagan. Moi, je préfère Peter Sagan à Dylan Groenewegen en Paris. Mais je pense, je suis d'accord avec toi. En fait, je suis un peu dans un entre-deux. Comme tu le dis très bien, les équipes de sprinters vont être à bloc et c'est pas possible que ça finisse autrement que par un sprint. Viviani, Groenewegen, tout le monde rêve de ce maillot jaune. Sagan aussi, bien sûr. Elia Viviani l'a dit qu'il en rêvait de ce Et Tour de Groenewegen France. aussi, parce qu'il l'a loupé l'année dernière. Donc ça va arriver au sprint, c'est sûr. Et après, sur ce profil, c'est un peu compliqué. Apparemment, c'est 500 mètres à 5%. Mais ils vont arriver à une telle vitesse, ils vont arriver à 70 à l'heure là-dedans, que pour moi, ils vont à peine les sentir, les 5% sur 500 mètres. Et ça va être un sprint de brute épaisse. Et je suis d'accord que ça va peut-être être un petit peu dur pour les purs sprinters que sont Groenewegen et Viviani. C'est pour ça que je vois Sagan. Mais Groenewegen et Viviani, je les vois sur le podium en fait, juste derrière Sagan. Et je vois Sagan profiter un tout petit peu de ces quelques pourcentages qu'il va y avoir pour faire jouer son punch. Malheureusement, Matthews, je l'aurais bien mis dans les prétendants aussi. Il le dit lui-même qu'il s'était préparé pour aider Dumoulin et qu'il est un peu perdu désormais. Donc je ne sais pas quoi attendre de lui. Et après, les Christophe, les Van Aert, même à la Philippe, Colbrelli, je pense que ce ne sera pas assez dur pour tout cela. Un Français, Christophe Laporte, Polo, top 5, possible? Non. Ça peut lui aller en tout cas. Top 5, top 5 j'y crois. Paul, non, me parle pas de ça. Non, Ne non. pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Il va prendre top 15. Christophe Laporte n'arrive pas dans les mêmes prédispositions, notamment de confiance qu'il l'a été sur les derniers Tours de France. Je ne sais pas du tout où le situer face au gratin des meilleurs sprinters, parce que finalement, il le court très peu face à eux, il faut le dire aussi. C'est vrai. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout où il en sera, mais à mon avis, je ne pense pas le voir truster les premières places. Warren Barguil, c'est lui l'objet de la deuxième sprint question. Il est devenu champion de France dimanche. Au sprint. Au sprint, mais à chaque fois qu'il arrive, qu'il a gagné, il a souvent réglé des Il groupes s'est- de 4-5 au sprint. Donc Il a a aussi une perdu belle à pointe de Chambéry au vitesse. sprint. Ouais. Que face à Oran, qu'il l'avait battu au sprint aussi sur Voilà. la Vuelta en 2000. Il les a pas tous gagnés. Mais Il c'est vrai n'a qu'il pas a tous gagné. une belle pointe de vitesse. Donc il n'avait plus gagné en plus depuis l'Izoard en 2017, tout simplement sur le Tour de France. Donc la question qu'on se pose sur Warren Barguil, c'est qu'est-ce qu'il faut attendre de lui? Tu avais fait une bonif, Polo, sur Warren Barguil. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Warren Barguil? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Dans cette bonif, je m'étais dit que j'avais l'impression qu'il était revenu au niveau pour gagner une course World Tour. Le championnat de France, c'est niveau course World Tour, il faut le dire. Et c'est de très très bon augure pour ce Tour de France qui arrive. Surtout un Warren Barguil qui finalement est convalescent depuis le début de l'année parce qu'il n'a pas arrêté de chuter. Je pense que déjà, il va pouvoir jouer les premiers rôles dans les échappées qu'il va tenter de prendre, parce que c'est ce Warren Barguil qu'on aura, un Warren Barguil offensif qui va partir dans les coups de loin. Et je pense aussi que c'est un coureur capable de très bien finir ce Tour de France, parce que la forme, vu qu'il est toujours en convalescence, la forme va aller crescendo pour lui sur ce tour, et que sur cette fin de Tour de France qui est quand même très difficile, avec des profils qui peuvent lui convenir, je pense qu'il est capable de faire un bon coup. Mais après, trop dur pour être longiligne sur la performance, et notamment espérer chercher un maillot à poids, par exemple. Warren Barguil, t'en penses quoi, Romain? Moi, j'attends comme Polo qu'il fasse le show en montagne. Voilà, comme on l'a vu il y a 2 ans. Il vient de nous montrer avec son championnat de France qu'il n'est pas à la rue physiquement. Il a surtout repris un gain de confiance monstrueux qui va lui servir. Il aura un maillot bleu-blanc-rouge qu'il va vouloir montrer. Donc voilà, tu parles du maillot à poids trop dur. Moi, je pense que ça doit être son objectif. Il doit viser ça. Je pense que ce sera son objectif, mais je pense que ce sera trop dur face à un Julien Alaphilippe qui, pour moi, ça risque d'être difficile de lui échapper, et qui en plus, on l'a notamment encore bien vu sur le Dauphiné, qui a cette fibre du je sais quand attaquer, je sais quand me relever, je sais quand prendre les points quand il faut. Et Barguil l'avait très bien fait aussi il y a 2 ans. Ça peut être un duel. Barguil était très fort il y a 2 ans. Si Il on a un court plus à l'émotion, Barguil. Oui, mais la- je sais, j'attends de voir sur les profils des étapes. On a parlé des étapes courtes et nerveuses qu'il va y avoir. Il y en aura 3.
Je pense que ça, c'est pas des étapes pour Barguil, c'est pas des étapes pour les échapper en général, parce que les favoris vont se battre très très tôt sur ces étapes. En tout cas, on va vouloir garder tout le monde à vue de nez. Donc voilà, des étapes longues, montagneuses. Il y en a finalement pas énormément. J'ai noté celle de Bagnères de Bigorre, celle de Foix, celle de Valloire. Donc voilà, il faudra pas louper les opportunités qu'il y a. On passe à la troisième question. On parle de la Movistar qui arrive avec 3 stars. Nairo Quintana, Mikel Landa qui sort du Giro et évidemment le champion du monde Alejandro Valverde. Et champion d'Espagne maintenant. Et le champion d'Espagne en plus devant Luis León Sanchez. Ça nous a ramené 10 ans en arrière. Exactement. Donc qui de ces 3-là va faire le meilleur Tour de France, Robin? C'est à toi du coup que je pose la question. Tout à l'heure je l'ai posée à Polo. Moi, je dis Nairo Quintana. C'est celui en qui j'ai le plus confiance largement. Valverde, pour moi, n'est plus un prétendant sur les courses de 3 semaines. Ça fait plusieurs années déjà que de toute façon, il se met à la planche souvent pour Nairo Quintana. La relation entre les deux fonctionne bien. Donc je mets à peine Valverde dans ce débat-là. Et Landa, je pense que malheureusement, son Giro va lui coûter cher. Je veux dire, personne depuis des années arrive à enchaîner correctement Giro et Tour de France, à part Froome et Dumoulin l'année dernière. Et Je Landa. ne pense pas que Landa soit de cette trempe, malheureusement. J'aimerais qu'il soit là, Polo. J'aimerais qu'il fasse tout péter en montagne, qu'il nous fasse un Tour de France comme il y a 2 ans. Malheureusement, j'y crois pas trop. Et Quintana, lui, m'a beaucoup rassuré. Il fait une très bonne saison. 2e de Paris-Nice derrière Egan Bernal. Il était là aussi au Tour de Catalogne, dans les mêmes temps que Bernal de nouveau. Donc si on considère À la rue sur le Dauphiné, quand même. 9e, mais pour moi, le Dauphiné, on peut en tirer très peu d'enseignements. On en avait parlé déjà la semaine dernière. Pour moi, c'est très difficile. Donc si on considère que Bernal est au top, on doit considérer que Quintana est pas loin de l'être aussi. Lequel des 3 va faire le meilleur résultat, Apollo? Je sais pas s'il fera le meilleur résultat, mais je pense que celui qui sera le plus en forme, ce sera Alejandro Valverde. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu affûté sur la route d'Occitanie, il a gagné, même s'il n'y avait pas une opposition incroyable. Je l'ai vu facile, saignant sur les championnats d'Espagne. Il arrive, il a se mettre champion du monde. Vraiment. Et ce qui m'intéresse surtout, pourtant, il a été catastrophique sur les classiques. Ouais, il a complètement raté. Il arrive affûté et il arrive en forme. Un peu, tu vois, il arrive en forme. Il n'a pas fait de grands tours cette saison. Il a ce maillot de champion du monde et puis je le vois bien dans un rôle un peu comme sur la Vuelta l'année dernière avec un leader mais en jouant aussi sa carte perso en ne se mettant pas trop dans le rouge. Mais le problème c'est est-ce qu'il va vraiment justement être libre de ses mouvements quant à Landa et Quintana pour qui bosser quoi. Ce sera la toute question mais c'est Greg LeMond qui disait ça sur un interview dans Cycling News qui disait voilà, moi la Movistar je pense qu'ils vont pas gagner tout simplement parce que encore une fois ils ne sauront pas être clairs au niveau du management sportif. Et je pense qu'un Landa sera en forme aussi parce que notamment en 2017 où il fait un très bon Tour de France, il brille aussi sur le Giro plus en marge du classement général, change tout, hein. mais quand même avec deux victoires d'étape, je crois, et le maillot de meilleur grimpeur, en finissant aussi très bien ce Giro. Je pense que Landa va être bon, que Quintana va décevoir, et que Valverde, du coup, sera, si ce n'est pas au même niveau que ses 2 coéquipiers, peut-être même un peu meilleur. Ils ont en gros 5 ou 6 étapes, voire 7 si par hasard les équipes de sprinters sont très très en forme et arrivent à contrôler tout le monde. On parle évidemment, j'ai commencé à le dire, des sprinters. Alors qui sera le meilleur sprinter du Tour de France? C'est l'avant-dernière question, il en restera une après. Qui sera, pas maillot vert, hein, qui sera le meilleur sprinter? Pour faire simple et rapide, je dirais Groenewegen pour la simple et bonne raison, c'est peut-être un peu réducteur, mais j'ai souvenir des grosses cuisses. Qu'il a des grosses cuisses. Qu'il a des grosses cuisses et c'est un spécialiste du sprint aussi. Par la simple et bonne raison que la seule fois où il a été confronté au meilleur sprinter du monde cette saison et qu'il y avait un peu tout le monde, il les a battus. C'était 3 jours de la panne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où il bat Viviani et Gaviria. Bon, Gaviria n'est pas sur ce Tour de France. Viviani l'aime. On peut dire que ces 3-là sont les 3 meilleurs sprinteurs du monde. Et il les a battus. Je me fie là-dessus. Et puis, je pense que ça va aussi dans la lignée de ce qu'il fait depuis quelques années, où je pense que c'est le sprinter le plus rapide du peloton. Caleb Ewan qui vient de se brûler les doigts parce qu'il a touché le plat qui était trop chaud. Qui sera le meilleur sprinter pour toi? Moi, je suis d'accord avec Paul. Dylan Groenewegen, pour moi, c'est le numéro 1 du sprint mondial depuis 1 an et demi. Il a beaucoup regretté de ne pas avoir réussi à prendre le maillot jaune l'année dernière. Il avait été battu par Gaviria. Cette année, je pense qu'il a une revanche à prendre. Et pour moi, Caleb Ewan, c'est pas un concurrent. Peter Sagan sera sur mon maillot vert, mais sur le sprint pur, c'est pas non plus celui qui va venir embêter Groenewegen tous les jours. Et donc il n'y a que Viviani.
Mais Viviani, je lui fais absolument pas confiance Non, parce moi que non sur plus. ses gros objectifs, quand il a la pression, on en parlait tout à l'heure, il se rate. Et puis, il voilà. n'a pas son train. Il n'a pas, Et- il a pas les gars de son train habituel. Ah, il il a a une quand équipe avec des Ça, Alaphilippe, il a- Kasper Asgreen, c'est plus Henrik Mas, difficile, etc. voilà. Il a pas Sabatini. Il n'a pas Sabatini. Il a Riquezé, Il a pas il Sénéchal. aura Morkov malgré tout, mais voilà. Sur Game l'année dernière, il s'était planté. Sur Milan-San Remo, il a jamais... Sans doute son dernier tour avec la de Koenig Quick-Step en tout cas. Ça, je sais pas. Faudra demander Sans à doute. Patrick Lefebvre. Oui, il a des infos. je vous Mais assure. Milan-San Remo, voilà, il s'était planté aussi. Le Giro cette année, il fait pas un bon Giro. Et le Tour de France, surtout, il connaît pas du tout. La dernière fois qu'il est venu, c'était 2014. Il y a jamais gagné. Voilà, on compare avec un Groenewegen qui a gagné déjà sur les champs, qui a gagné 2 étapes l'année dernière. Pour moi, il n'y aura pas photo. Dernière question. Très bien résumé, je suis impressionné. Merci. Allez, envoyez-vous des fleurs les deux. Ah, ça va durer Je pendant 3 préfère quand semaines, vous vous hein. tapez Après. sur la gueule, c'est plus drôle. Qui va bousculer le Team Ineos? C'est la dernière question. Il y a pas mal de belles équipes, Paul. Alors, sur laquelle se porte ton choix, on dira? Astana pour la densité, on voit le nombre de victoires cette saison pour les différentes équipes. Astana me plaît beaucoup parce que c'est une équipe qui court vraiment comme des patrons, un peu à l'image d'Ineos justement. C'est une équipe qui est capable de mettre en place des choses sur des courses comme ça, des grandes courses à étapes. C'est l'équipe qui a peut-être derrière Ineos le grand favori de ce Tour de France. Et du coup, c'est une équipe qui a les moyens de ses ambitions. Je crois vraiment que ce roster peut impressionner. Il est peut-être un peu moins fort qu'Ineos ou que Mitchelton Scott, notamment sur le contre-la-montre par équipe, mais ce ne sera pas de beaucoup. Le contre-la-montre n'est pas trop long non plus. Et en montagne, par contre, ils ont les armes pour mettre des belles stratégies en place. Je pense que pour moi, oui, Astana est l'équipe la plus dangereuse pour le team Ineos notamment. Astana ou pas pour toi, Robin? Non, pour moi, ni Astana, ni personne. Moi, je vois aucune équipe venir concurrencer Ineos. Astana a les meilleures cartes, on est d'accord. Mais ils ont pris confiance, c'est bien, ils ont un collectif qui est rodé. Mais la vérité, c'est qu'Ineos n'a pas encore déployé une seule fois son équipe complète cette saison. Alors que Astana a mis son collectif le plus fort possible sur le Dauphiné et puis sur d'autres courses aussi avec Fuglsang. Et que Ça fait pas le poids pour toi? non, parce que là, il faut bien se rendre compte que chez Ineos, Bernal et Thomas, ils ont jamais couru ensemble cette année, sauf au Tour de Suisse, mais oui, finalement en montagne, on les a pas vus puisque Thomas avait abandonné. Pouls sera avec eux alors qu'il était sur le Dauphiné et qu'ils n'ont pas couru ensemble de l'année non plus parce que quand Bernal était sur Paris-Nice, Pouls était sur Tirreno, Thomas n'était pas sur Paris-Nice non plus, Kwiatkowski qui n'était pas là sur le Dauphiné, pas là sur le Tour de Suisse, était là à Paris-Nice avec Bernal et va revenir. Et donc là en fait tout le monde va se regrouper, tout le monde a fait sa préparation un peu de son côté. Ils n'ont jamais couru tous ensemble et là ils vont se regrouper, ça va être une armada. Pour moi, il n'y a personne qui les bouge. Pour vous, en gros, dans les Pyrénées, il risque aussi de ne pas se passer grand-chose. En gros, tout le monde va se dire, bon, si c'est Ineos qui prend le maillot, ça nous ira très bien. En gros, eux, ils ont l'équipe pour le contrôler, alors que nous, on ne l'a pas forcément. On attaquera Mais ça, sur le triptyque alpestre. Le problème, c'est que c'est pas le bon raisonnement. Ineos, quand ils ont le maillot, ils sont très durs à déboulonner. Moi, je pense qu'il y a des équipes sur ce Tour de France qui sont capables de mettre des choses en place. J'ai parlé d'Astana, mais je trouve que la Groupama FDJ, bien qu'elle soit sur une équipe française, c'est une équipe très très solide sur le papier, très très solide en montagne. On a vu que Sébastien Rachenbach est en forme, il vient d'être champion de Suisse. David Gaudu était sûrement le plus fort, on en a parlé sur le Tour, sur le championnat de France. Il avait l'air très 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 fort. Rudy Mollard, j'en parle pas, bien sûr entouré de très bons rouleurs comme Stephen Kung pour le contre-la-montre par équipe et Thibaut Pinot. Et puis la Mitchelton Scott avec Jack Haig et les deux frères Yates, sachant que eux, le contre-la-montre par équipe, ils vont être très très proches de la victoire. Adam Yates c'est un très bon rouleur, un très bon rouleur, j'exagère, un rouleur correct. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire pour bousculer Mais de Ineos. toute façon, Vraiment. il faut les faire douter. Tu as raison, c'est que si quelqu'un peut prendre le maillot, il faut le prendre. Hein. Et on se rappelle que l'année où on a vu la Sky, à l'époque, le moins en confiance, c'était peut-être 2017, où Fabio Aru avait réussi à prendre le maillot jaune plusieurs jours. Voilà, s'il y a des secondes à prendre, il faut les prendre. Il ne faut pas rentrer dans des comptes d'apothicaire on va devoir défendre le maillot. Oui, mais si tu peux prendre 20 secondes, il faut les prendre. Hein. Donc voilà, est-ce que je pense que vous avez tout dit sur ces 5 questions autour du Tour de France. Vient d'ailleurs l'heure de se demander qui selon vous va gagner, qui va gagner le maillot vert, Sachant qu'on ne sait etc. pas qui a mis quoi. Hein. Sachant qu'on ne connaît pas T'as les mis tes pronos pronos aussi, de Joseph, chacun, toi? Ouais, ouais. évidemment que j'ai mis mes pronos, donc on va Tu les connais quoi, découvrir et tout de l'autre, suite. ouais. C'est parti pour les pronos. Donc les pronos de la team Roue Libre que vous allez Suspense. découvrir, qu'on va découvrir exactement en même temps que nous. Tom,
et Thomas, vous pouvez y aller. On va les découvrir. Je suis impatient de découvrir ça parce que je ne les connais pas. Après, moi, ça fait maillot par maillot. je peux vous donner les miens. Ah d'accord, On ok. démarre, Qui finira on démarre petit. meilleur grimpeur. Donc voilà, vous découvrez le mien. C'est magnifique, ça a été fait magnifiquement. Ah, c'est beau. Hein. Vous découvrez le mien. Donc voilà, Warren Barguil, vous commenciez à en parler. Paul, tu m'as donné un contre-argument en me disant que voilà, tu voyais plutôt Julien Alaphilippe. Ouais. Par contre, toi, Robin, on ne t'a pas entendu pourquoi Alessandro Di Marchi. Intéressant, en gros. Parce que Di Marchi aime beaucoup les échappées, parce qu'il est dans une équipe où il aura carte blanche, il n'y a pas de leader pour le général, il n'y a pas de sprinter, enfin pas de gros sprinter. Voilà, Greg Van Avermaet sera aussi sûrement comme lui un peu électron libre, qui grimpe correctement, mais il n'y a pas forcément besoin d'être le meilleur grimpeur du peloton pour prendre ce maillot. On l'a vu avec Julien Alaphilippe l'année dernière. Donc moi j'y crois bien, Di Marchi, alors que Barguil et Alaphilippe, parce qu'ils ont fait ces dernières années, vont être davantage surveillés. Donc je pense qu'un mec qui a moins la pancarte peut s'en sortir comme il faut. Mais tu vois, le problème de ce que tu dis, c'est que Di Marchi, il a pas besoin d'être le meilleur grimpeur. Oui, c'est sûr, ce ne sera pas le meilleur grimpeur, mais je pense que dans les échappées qu'il va prendre, ce ne sera même pas le meilleur grimpeur. Ne serait-ce que s'il est face à un Mais ce qui Alaphilippe. compte, c'est d'en prendre beaucoup et il faut réussir à s'isoler dans ces échappées aussi. Moi, Ce qu'il faut dire en tout cas, c'est que la bagarre pour le titre du meilleur grimpeur et le maillot à pois, cette année va être particulièrement intéressante. c'est super dur à pronostiquer. Ce sera dur. Et il ne faut pas oublier Nibali, qui en a fait aussi son objectif principal cette année et qui est quand même un meilleur grimpeur que tous ces gens-là. Oui, et qui, à mon avis, va faire exprès de perdre du temps. Pour prendre mais des ça ne se échappées. joue pas vraiment sur les qualités de grimpeur, ça se joue plus sur la qualité, la capacité à prendre les bonnes échappées. C'est pour ça que Julien Alaphilippe, pour moi, dans ses comptes d'apothicaire comme ça, il est très très fort. On l'a vu l'année dernière, on l'a encore vu cette saison, notamment sur le Dauphiné. Et puis voilà, sur la giclette, s'il faut aller faire un sprint en haut d'un col, même si c'est un col très dur, Alaphilippe est supérieur, notamment à Di Marchi et à un Barguil. Et on l'a vu face à Barguil l'année dernière, notamment. Si dans toutes les échappées où est Di Marchi, il y a aussi Alaphilippe, on est d'accord que ça ne fera pas pour Di Marchi. Et il y aura toujours Alaphilippe. Non, évidemment. Mais après, moi, j'ai mis Warren Barguil parce que je pense aussi qu'il sera moins surveillé qu'un Julien Alaphilippe. Mais être surveillé, ça veut dire quoi? Surveillé par qui? En gros, je pense que Julien Alaphilippe, quand il va prendre les échappées au début, je pense que le peloton ne sera pas loin derrière et je vois mal des échappées prendre. Surtout qu'il y a pas mal d'arrivées au sommet, etc. Donc ça risque de doubler les points, etc. Oui, et puis s'il est devant, Alaphilippe, tu fais quasiment une croix sur la victoire d'étape aussi. Donc c'est compliqué. Non, mais le problème, c'est que si tu mets des mecs avec Alaphilippe qui ont aussi ce même objectif du maillot à pois, et les mecs derrière, ils vont pas rouler sur Alaphilippe et ça va faire une échappée. Donc voilà pour le maillot à pois, mon Polo, t'inquiète pas, on va suivre cette bagarre avec intérêt. On passe aux autres pronos, au deuxième prono que je vais découvrir. Du coup, je sais pas dans quel ordre ils arrivent. Donc c'est la surprise. On va voir, voilà, c'est la surprise. Qui finira meilleur jeune? Putain. Et quelle diversité. Voilà, franchement, personne n'a tenté une grosse la question du coup que j'ai envie de vous poser, c'est qui va pouvoir peut-être se rapprocher J'ai des même pas regardé qu'il y avait d'autres, moi. Personne, pareil. Franchement, moi non plus, j'ai pas regardé et voilà, c'est votre boulot. Non, franchement, il y a personne d'autre. Tish Benoît, je crois qu'il est dans sa dernière année pour le maillot. Je regarde là, tu sais quoi, je regarde. Il y a des gamins, il y a David Godu, il y a des gamins de la Jumbo-Visma, il y a Kasper Asgreen. Un Kasper Asgreen. Oui, voilà, un de plus peut-être. Un ultra favori, Egan Bernal, je pense qu'on peut passer au prono suivant. Sera sacrifié en minutes, quoi. Comme coéquipier. Ouais, non, mais ce sera Bernal. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Donc on peut passer au prono suivant. Alors c'est soit le maillot jaune, soit le maillot vert. Non, fini par le maillot jaune. Qui finira Polo, je ne sais pas ce qui t'arrive avec Wout van Aert. Je sais pas. Depuis quand c'est un sprinter? Depuis le Dauphiné, il doit gagner des sprints. Alors pourquoi ça va, mais c'était les sprints du Dauphiné face à Wout van Aert parce qu'il a le profil, à l'image d'un Peter Sagan, peut-être pas le plus rapide sur le sprint massif, mais il a ce profil d'aller chercher des points là où Sagan justement a pris l'habitude de construire ses maillots verts, c'est-à-dire dans les étapes de transition, de choper une échappée, d'être dans le top 4, top 5 Van Aert, il va avoir un taf sur ce Tour de France, il est pas en roue libre, hein. Il a Groenewegen à emmener sur les sprints, il est pas en roue libre. il a Kruijswijk à emmener dans la plaine à surveiller sur les premiers jours un peu accidentés, il va devoir surveiller son leader. Il aura carte libre Van Aert dans l'équipe. Il est là pour ça. En tout cas, nous on veut le voir il comme remplace ça. Numériquement un Primoz Roglic qui lui n'aurait pas eu un autre rôle. Je pense que les rôles sont définis. Lui, il remplace un Primoz Roglic un peu au pied levé. Évidemment, c'est une grosse cote, notamment par rapport à Sagan. Mais j'ai l'impression qu'il a ce profil. Peut-être pas cette année, moi je l'espère quand même.
mais il a ce profil pour aller chercher des maillots verts. Il a le profil du mec qui va lancer. Très bon sprinter, capable de passer largement les boss. Franchement, Il a le profil en plus du mec qui va lancer Dylan Groenewegen et qui va le lancer tellement bien qu'il va gagner l'étape. Eh oui. Ça va être magnifique. Je sens qu'on va en avoir une comme ça. On n'est pas sur Mythique. la 4 jours de Dunkerque. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Bon, et Peter Sagan, par contre, pour toi, Oui, ultra comme favori, pour moi, mais t'es d'accord avec moi. il est favori. Ouais, Ouais, on c'est clair. verra. Le sprinter le plus régulier qui sera là du début jusqu'à la fin et qui en plus surtout vise le record parce que Mais il visait le Tour défendre aussi cette année. oui, il visait le Tour de France. Mais là, voilà, c'est le record mythique d'Eric Zabel et qui peut tout simplement dépasser. Le moment qu'on attend tous, personnellement que j'attends, Alors là, on va attention. découvrir qui va gagner Ouais. le Tour de France selon la team roue libre. Thomas, tu peux y aller. Qui finit? Oh là là Et Paul, Oh tu- non, on a le même, mais Romain, c'est pas Paul, tu es possible. Ah, les gars. prévisible. Ah mais les gars, déjà je fonctionne à l'amour et je suis amoureux de ce coureur et surtout je suis persuadé qu'il peut le gagner pour des raisons qu'on a bien avancées ces 3 dernières semaines en préparant ce Tour de France. Thibaut Pinot, vainqueur du Tour de France, c'est l'année où on a dit tout à l'heure, hein, l'année ou jamais, je suis complètement d'accord, c'est l'année ou jamais et ce sera l'année. Pas beaucoup de contre-la-montre. Il a fait pas des progrès, mais il est à son niveau en contre-la-montre. Il a une belle équipe autour de lui pour faire un contre-la-montre par équipe. Et puis surtout en montagne, j'ai l'impression que c'est le meilleur, tout simplement. Avec peut-être Egan Bernal de ce Tour de France, je pense qu'il sera meilleur que tous les autres. Et sachant que ce Tour de France va se gagner en montagne, parce que contrairement à vous, j'imagine pas Geraint Thomas remporter ce Tour de France. Je pense qu'il est meilleur globalement que tous les coureurs qu'on a cités depuis 3 semaines. En montagne. Et toi, du coup, tu restes sur Geraint Thomas malgré son abandon Tout sur à le Tour fait. de Suisse, Robin. Je l'ai défendu la semaine dernière, comme quoi Ce serait Ineos pour, devait le choisir comme leader. Donc, Même Ineos, je vais pas je changer le tout de choisis suite. plus comme leader. mais Paul, toi, tu es dans l'émotion, moi, je suis dans le pragmatisme. Toi, sur les paris, tu vas mettre 20 € sur Thibaut Pinot, tu vas perdre 20 €. Moi, je suis là pour gagner. Donc voilà, avec Non, mais là, Geraint tu vas Thomas, c'est perdre. Paris c'est pas Geraint Thomas, tu vas non, perdre. c'est la valeur sûre, Geraint Thomas. Voilà. Alors, évidemment, on va avoir cette question chez Ineos où le niveau de Bernal pourrait remettre en question la hiérarchie si c'est trop flagrant. Mais au départ, en tout cas, moi, je continue de miser sur Geraint Thomas. Je ne dis pas que je resterai buté là-dessus jusqu'à la fin de la 3e semaine. Mais au départ, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Idem, je ne l'ai que trop sous-estimé l'année dernière pour que cette année je fasse la même erreur. L'année Geraint dernière, Thomas, tu l'as sous-estimé. malgré- Il gagnait le Dauphiné, en fait, en arrivant sur le Tour de Ouais, France. mais justement, je l'ai sous-estimé alors qu'il était en forme. Je pense que cette année, malgré une chute sur le Tour de Suisse, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je pense très sincèrement que voilà, les difficultés des Tours de Suisse n'étaient pas incroyables et que ce qu'il aurait pu faire sur le Tour de Suisse, il a très bien pu le faire tout seul de son côté, de se mettre des mines. La team Ineos sait très bien faire ça. Et d'ailleurs, il n'est pas allé sur la route d'Occitanie, c'est que de son côté, il a su comment se préparer. Ben, Donc, Joseph, tu devrais donner ton avis plus souvent quand tu es d'accord avec moi. oui, c'est toujours. Franchement, c'est si toujours Geraint plus Thomas facile. gagne le Tour de France, je paye ma bière avec plaisir. hein. Ouais, J'en j'espère paierai bien. même 2 parce que je pense qu'il ne va pas le gagner. Moi, tu la Ouais. paieras aussi si Pinot gagne. Ouais, aussi. Donc voilà pour les pronos de la team roue libre, mais on attend aussi évidemment les pronos de vous, les rouleurs. Quant à En nous, commentaire. on va Donnez nos passer pronos. au quiz. Exactement, mon polo, en commentaire. On est parti pour le quiz, c'est parti. Le quiz aujourd'hui, 3 qui est, 3 énumérations Oh là là. rapides, ne vous inquiétez c'est- pas. c'est jour Et de fête. un qui suis-je On va se régaler. on peut y aller, Tom et Thomas. C'est une émission Pour- spéciale, Polo. Le premier qui est, il faudrait être rapide. Douquet. Non, Qu'est-ce que je suis Béran. non. Trompeur, la lumière est trompeuse. C'est la porte Errada. Non. Il a fait parler de lui ce week-end. Hofstetter Non. Touzé. Non. Ah, Julien Simon Julien Ah, Simon. putain, c'était l'un ou l'autre. Ouais, c'était l'un ou l'autre. Et oui, c'est trompeur parce que voilà, il y a une ombre sur lui tout simplement. Ah, clairement. Il n'est pas métis, Julien Simon, qui gagnait là sur le Tour du Finistère, Ah, bravo à lui. qui est en forme, Julien Simon. On peut enchaîner. Matthews. Non. Pas le plus simple. Si, si. Franchement, je l'ai Si, je choisi l'ai, comme- je l'ai. J'ai le droit de répondre ou pas? Vas-y. 6 balles. Bravo. Ah, bien joué. Il a gagné sur le Bravo. Tour de Californie, c'est marqué derrière en plus. Exactement, sur le Tour du Californie, il avait gagné devant Peter Sagan. Pas le premier sprinter auquel Non, on je pense pensais comme pas à ça, lui. mais enfin, Polo y a pensé. Je Donc, cherchais bravo, comment il s'appelle, bravo, Pascal. Polo. J'ai oublié son nom. voilà. Pas son- Phil Baos, non? Non, c'était Et pendant que vous êtes en train de dormir, le troisième qui est... Sam Dumoulin. Non, Ah, pas mal, Somme du Moulin. Stéphane Auger.
Bravo, Polo. Oh, Ah oui. costaud. Stéphane Auger. Tu l'as mis dans le coup Eh tout oui, à l'heure. je l'ai mis dans le Ça truc. faisait Ah ouais, mais là, Mais il y a tu vois, toujours des tu petits, vois un des sprint, petits, tu t'attends pas à Stéphane. voilà, Auger, je vous réserve toujours des petits, voilà, Bravo. des petits indices pendant l'émission qui gagnait là sur le Tour d'Allemagne. Bravo à lui. Sa dernière victoire en professionnel d'ailleurs. Il en a une un peu moins d'une dizaine, mais voilà, il en a gagné quelques-unes, Stéphane Auger. On apprend tous les jours. Énumération, Allez, Ah, je suis pas ça prêt. fait 2-1 pour, 2-1 pour, pour Polo. Paul, ouais. 2-1 pour Polo. Énumération, je veux le roster de la Movistar sur le Tour de France. Polo, à toi l'honneur. Sur cette année Sur le Tour de cette année. Valverde, Valverde, Quintana. Quintana, Landa, Landa, Qui ils ont emmené Erviti. Erviti, Amador. Amador. Il y a Amador. Il y est. Ouais. Il en reste 2. Rojas. Non, pas de Non, pas- Roras cette année. J'étais Pas dans de la merde, Roras, pas hein. de- T'as bien fait de perdre. hein. Il restait Marc Soler et Nelson Marc Oliveira. Voilà, Ah ouais. on les découvre. Équipe avec, sérieuse, hein, quand Carlos, même, hein. Et Carlos Verona aussi. Verona aussi. ouais. Et Carlos Verona. Équipe sérieuse. Hein. Donc voilà. Ça fait donc 3-1 pour Polo. Je veux le roster de la team AG2R. Attends, on démarre par moi là du coup. Hein. On démarre Ouais. par toi. Ok, Bardet. Bardet, Vuillermoz. Vuillermoz qui Nassen. remplace la tour. Nassen. Nassen, c'est bon. Oh là là, attends, j'ai tellement peur de dire une ânerie. Oh là là. C'est bon, là je suis large. hein. Ouais, mais là, mais en fait, j'en ai plein, mais. Allez, t'en as, Paul. Franchement, t'en as. Là, 3 secondes et c'est perdu là. Bref. Allez, t'en as. Je sais, mais Cosnefroy. Ah, bien joué. Voilà, Benoît Cosnefroy, Galopin. bravo. À toi. Galopin. 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 Venturini. Non, Non. pas de Venturini. Il y a Il y a pas Mickaël Chérel et il y a Ah oui. Alexis Goujard Oh là qui là. seront, voilà, vous découvrez le roster de la Mathias team Mathias AG2R, Franck. la mondiale, Oh. avec Mathias Franck aussi, effectivement. Là, j'ai eu tu vois, c'est typiquement le cas typique où, quand on est à l'antenne comme ça, dans le jeu du T'as quiz, stressé. T'as pas j'ai supporté stressé, la j'ai pas eu pression. mes moyens. Ouais, je suis désolé. Ça fait 3-2 J'ai quand des- même, j'ai mais des- tu restes en tête, ne t'inquiète pas, Ouais, on je peut suis- y aller. Pour le prochain roster, j'ai changé d'ailleurs le roster. Au début, j'ai mis la team CCC, bah voilà, je l'ai changé. Je ne sais plus Je remercie. lequel j'ai mis. Est-ce que vous pouvez me dire en régie, pardon, la Jumbo Visma, voilà, que j'ai mis et Ok. que j'ai changé par. J'ai mis la CCC, mais j'étais pas foufou. Bah tu sais quoi, t'es mené, à toi l'honneur. Romain. Groenewegen. Groenewegen, Roswijk. Kruijswijk, Van Aert. Van Aert, De plus. de plus, Bennett. Bennett, George Bennett. George Bennett, c'est bon. Euh, je vais tenter un gars. Ouh là 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 là. Ça a été très furtif, on l'a J'ai pas pas vu. vu. Non, là, je vous jure que j'ai pas vu. Thomas, tu régales. Sepkus. Sepkus, il n'y sera pas. Yes. Désolé mon Polo. Voilà. Tu régales Thomas, tu vas régaler. Si Ah, jamais- il y avait Martin, voilà, il y aura, Tony du Martin. Steven Ah. Kruijswijk, du Tony Martin, du Janssen, le jeune qui a eu sa première victoire pro il y a pas longtemps. De plus, tu l'as dit, du Tenissen. Voilà, on découvre tous ces visages de la Jumbo Visma. 3-3. Voilà, qui sera une des équipes qui Tenissen, va faire oui, pas mal, putain. qui va mettre pas mal de spectacles, je pense. Donc 3-3, exactement mon Polo. Tout va se décider sur un qui suis-je que vous allez découvrir. Pas le plus simple, mais voilà, que C'est vous avez en impossible. tête, vous le connaissez, vous le connaissez. Je suis né en 1995. Je suis au tout début de ma carrière. Je l'ai débuté par du cyclocross. Ça va pas forcément vous aider, c'était vraiment quand il était jeune. Après m'être classé 4e du contre-la-montre espoir du championnat de France, avoir gagné le championnat de France sur route junior en 2013, je quitte la DN3 et je rejoins la FDJ comme stagiaire. Je gagne la 6e étape du Tour de l'Avenir en 2015 devant Marc Soler et Lorenz de plus. Je repars en DN1 au VC Pays de l'Oudéac pour une saison et Fortunéo m'offre un contrat pro. Et j'espère. Oh là là, Polo, bravo! Bravo. Bravo. Fortunéo m'offre un contrat pro. En 2017, Emmanuel Hubert me prend pour faire le Tour de France. J'en suis le Benjamin. Il a terminé 2 Tours de France. Je suis dégoûté que tu aies trouvé. J'avais préparé un indice. Franchement, balance mon indice, Tom, s'il te plaît. Voilà, j'ai mis un indice. Se cache sur cette photo. Je suis dégoûté, franchement. D'habitude, là, ces derniers temps, on va au bout du quiz. Bah, C'est bravo, Polo. Victoire de Polo Bravo. sur le quiz du Tour de France.
Félicitations, donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette émission. Belle émission. Hein. Fin d'émission où Polo, tu vas annoncer, on va bientôt annoncer les vainqueurs du jeu concours de Panini. Ah mais tout à fait, d'ailleurs c'était prévu dans cette émission et je ne l'ai évidemment pas fait. Donc promis, pardon, je les donne dimanche, non je les donne samedi à l'occasion du départ du Tour de France et ce sera sur les réseaux sociaux et on vous le rappellera pour ceux qui n'ont pas vu les réseaux sociaux, on rappellera les gagnants dans l'émission de samedi. Non, de dimanche. De dimanche pour le coup. démarre. Ah, mais, ah oui. Faut prévenir, Non, mais alors- on démarre dimanche. On démarre dimanche, c'est ça, parce que le départ du Tour de France est samedi, mais on fait pas d'émission le samedi. Bah oui, on a une grande preview. On a une va grande pas faire preview, deux mais émissions. on fera notre première émission dimanche. Donc évidemment, comme me l'a souligné Thomas en régie et Robin, les gagnants du jeu concours, seront à retrouver dans l'émission de dimanche. Voilà, on va gagner plein de Panini. Voilà. Et après ce jeu concours, il y aura un autre jeu concours Ah oui. pour gagner Il y a le que des t-shirt que je suis en train de porter. C'est la grande Vous verrez, régalade. voilà, c'est Rêve Store qui fait ça, une nouvelle marque qui vient d'être lancée. Il y a écrit juillet, voilà, c'est Richard Virenque que vous voyez là. Avec le maillot jaune, Avec évidemment. le maillot jaune, voilà, quand il gagne Et la le semaine- Ventoux. et- Franchement, ces t-shirts sont géniaux. Allez les Et la voir semaine on va prochaine, jeu faire concours pour gagner ce la maison concours. de Joseph. Oui, bah alors là, tu vas pas gagner grand Et Joseph vous la donne, hein, il peut rien en échange, hein, il vous donne la maison. Tant que qu'on gagne locataire. des vues, lui ça lui va. Il faut suivre sur les réseaux sociaux. RT et follow la maison de Joseph. Ça me va très bien. Donc rendez-vous évidemment dès dimanche pour la 11h, quotidienne. c'est ça La Dimanche première 11h quotidienne. sur le stream et à retrouver, pour ceux qui peuvent pas regarder en direct, à retrouver sur la chaîne First Team Sport dès 13h, juste avant la deuxième étape de ce Tour de France, le contre-la-montre par équipe. Rendez-vous dimanche pour la première quotidienne sur le stream. Ciao les rouleurs. Gros bisous. Salut. Salut les gars.